Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Alors, on va dire entre Philippe, il est déjà là. Donc, j'ai commencé. Bonsoir à tous. Je t'ai déjà. Bonsoir Philippe, ça va? Bonsoir, ça va? Comment tu vas, Ça va les Philippe? Tu gars? vas bien? Très bien, merci. Et vous, ça Juste va? avant de commencer, je vais faire une petite introduction. Bonsoir à tous. On tenait juste à faire un petit coup de remerciement. Déjà, on remercie Proxy Foot, la tribune de Genève, Philippe aussi ce soir. On remercie aussi les personnes qui sont derrière en intimité, Jordi, Jamuka, Rémi, Jordi, Arbi, qui s'occupent un peu de tout ce qui est publication, montage, logo, tout ça. Donc on tenait à les remercier et puis on vous remercie aussi vous d'être toujours aussi nombreux présents. Ouais, puis on voulait aussi également remercier aussi toutes les personnes qui sont, enfin les premières personnes qui sont venues au live, les premières personnes qui ont raconté un peu un bout de leur vie. Parce que sans eux, je pense pas qu'on serait arrivé à avoir une, une personnalité comme Philippe Sanderos, je pense. Et donc voilà, on vous remercie. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pas trop sérieux quand même. Pas trop sérieux. Lily, comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va, merci. Alors, ouais, bonne journée. De nouveau, on est confinés, donc on reste à la maison avec la famille. Et puis voilà, on essaie de s'occuper le plus qu'on peut. Est-ce que tu essaies de garder quand même un peu la forme? Est-ce que tu t'entraînes un petit peu à la Ouais, maison? je m'entraîne un peu là dans le jardin. J'ai quelques trucs, quelques apps, donc je suis. Et puis, tu vois, avec le temps et tout, je m'entraîne. Puis j'ai le TRX, et puis je m'entraîne ici à la maison. Ouais. Tranquille. Tranquille. Ok. J'essaie de garder la forme maintenant que je me réveille sans douleur depuis janvier, donc ça va quoi. Je me sens bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, même s'il y en a très peu, tu peux te présenter en deux mots. Ouais, alors Philippe Senderos, je suis né le 14 février 85 à Genève. Mon père est d'origine espagnole, ma mère est d'origine serbe. Elle a vécu en Argentine pendant 20 ans, donc à la maison on a toujours parlé français et espagnol. Mais depuis très petit, mes parents ils m'ont dit que j'étais suisse, quoi, que je devais me sentir fier d'être suisse, que la Suisse nous a donné euh, ouais, tout ce qu'on avait, et puis ils ont fait leur vie en Suisse. Donc voilà, je me suis senti tout de suite suisse et bien ici, quoi. Ensuite, j'ai commencé le foot assez tôt parce que mon père était fan du foot, fan de Real Madrid. Il a toujours voulu, tu vois, nous inculquer ça à nous deux, à mon frère et à moi. Mon frère, il a préféré le basket, un peu plus vers l'avant. Et moi, tout de suite, ça a accroché, quoi. Donc, à 5 ans, j'ai commencé le foot. Normalement, il fallait commencer à 6 ans au Servette. Mais comme j'étais un peu plus grand que les autres, ils ont dit, ouais, vas-y, on le met déjà avec, on le surclasse, on le met déjà avec ceux qui ont 6 ans. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Moi, j'attendais que ce moment-là d'aller à l'entraînement, quoi. Tous les mercredis, je crois que c'était. Et est-ce que, c'est vrai que comme tu as dit, ton frère il joue au basket, ça a pas un petit peu. En fait, c'est dû à quoi que ton frère déjà fasse du basket et toi plus du foot? Après, est-ce que tu étais déjà vraiment porté sur ça? Est-ce qu'il y a une influence particulière? Enfin, malgré ça, Non, tu peux faire. non, je sais pas. Peut-être mon frère, c'était le premier. Donc, mon père, il a essayé avec lui. Il a vu que ça, enfin, je sais pas, ça a pas accroché comme ça a accroché avec moi, quoi. Et puis, mon frère, à 14 ans, je crois, il faisait déjà 1,90 m. Donc, je crois que c'est plus facile si tu fais du basket, quoi. Il était assez grand, tu vois, déjà petit. Enfin, déjà, un petit d'âge, il était assez grand. Donc, je crois qu'il avait de la facilité avec, bon, déjà la natation et ensuite le basket. Ok. Donc Voilà. après, on va raconter un peu. Donc, tu as commencé au Servette, donc tu étais, on va dire, en guillemets, surclassé, vu que tu étais avec les plus âgés. Les plus âgés. Ouais. Là, je pense que tu fais toutes les classes normalement. On va arriver, on va dire, plus important, on va dire, dans la jeunesse. Ton année avec Lanza, comment ça s'est passé un petit peu? Bah écoute, j'ai toujours été un peu surclassé parce que j'étais toujours un peu plus grand, donc ils me mettaient toujours une année en dessus. Et je suis arrivé en moins de 14, moi j'avais 13 ans ou 12 ans. Et j'étais avec ceux d'en dessus. Donc, bon, Lanza, comme vous le connaissez, quoi, il a jamais perdu. Partout où tu vas, il dit non, contre ceux-là, j'ai jamais perdu. Sur ce terrain, j'ai jamais perdu.
Et ça t'apprend à gagner, quoi. Ça t'apprend à gagner. Et moi, jusqu'à là, ben, c'est clair que j'adorais le foot. Je jouais après l'école, avant l'école, à la pause, après l'entraînement, avant l'entraînement. Je finissais l'entraînement, je rentrais, j'allais au parc jouer comme tout le monde, quoi, à l'époque. Et, Mm. euh, et là, vraiment, j'ai commencé à prendre ça vraiment au sérieux, quoi, parce que je me suis dit, là, il faut gagner le week-end. Il n'y a pas d'autre option, quoi. On doit gagner. Et moi, voilà, je me rappelle de ces moments-là, quoi, de devoir Et, gagner. et à cette période-là, tu es déjà dans la mentalité où tu te dis que tu as envie d'être footballeur professionnel. Bah, écoute, jusqu'à là, j'étais pas vraiment le plus talentueux. Je pense que tu peux demander à tous les gars qu'on a en commun, les amis en commun. J'étais toujours là, ce qui montrait que j'étais persévérant. Tu vois, j'étais tout le temps là et je m'entraînais tout le temps et je bossais, mais j'étais pas le plus talentueux. Et ça, je pense qu'à partir de 14, 15 ans, c'est là que j'ai commencé à un peu croire en moi et puis voir que, voilà, avec les choses que j'ai, les armes que j'ai, si je les perfectionne et si je continue à bosser, je peux arriver à quelque chose. Je peux faire un petit trou et puis passer, tu vois. C'est un peu à cet âge-là que j'ai commencé à vraiment croire en moi et croire que, voilà, c'est possible. Et bah, à cette période-là, tu es encore à l'école. Donc, souvent, quand on te demande quels sont tes objectifs de vie, tu réponds des footballeurs. Ouais, moi, depuis tout petit, depuis que j'avais 6 ans, 7 ans à l'école, tout le monde demandait qu'est-ce que tu veux faire. Puis moi, je disais joueur de foot, footballeur professionnel. Pas seulement joueur de foot, footballeur professionnel. Puis les gens, ils rigolaient comme normal, quoi. Je pense qu'on l'a tous fait, ce truc. Mais dans ma tête, c'était sûr, quoi. Ma chambre, elle était placardée de posters. J'avais des posters de tous les joueurs, de toutes les équipes, mes équipes préférées, des fanions, les médailles de toutes les équipes, de tous les tournois où j'avais joué. Et c'était vraiment top, quoi. Ma chambre, je me rappelle, j'avais jamais vu les murs de ma chambre, quoi. Dès qu'il y avait un petit truc, je mettais un poster, quoi. Donc, je Et vivais est-ce pour que, ça. J'attendais que ce moment-là. Olive et Tom. Et dès que Olive et Tom finissait, on allait au parc et on allait jouer, quoi. C'était ça. c'est sûr. Est-ce que tu as toujours joué à ce poste de central ou comme la plupart des joueurs, souvent ils font des postes, ils changent, etc. Donc, est-ce que tu as toujours joué ce poste? Non, en E, en D, j'étais un peu ailier. Ailier droit, attaquant. Quand tu jouais à 7, j'étais attaquant, à droite. Et peu à peu, j'ai commencé à reculer. Et je pense que Lanza m'a mis. Je jouais encore milieu défensif, encore en moins de 14. Milieu défensif, latéral. Et peu à peu, en fait, j'ai commencé à reculer, quoi. À moins de 15, c'est là que j'ai joué mon dernier match milieu défensif. On avait fait le tournoi de Sardaigne à Carouge. Et, euh, et je faisais un bon tournoi. J'étais milieu défensif et on joue contre cette équipe Cagliari. Et première mi-temps, sérieux, à 15 ans, mais je contrôlais le match, je jouais long ballon, etc., etc. Puis je sens que les gars, ils voulaient me choper, quoi. Et deuxième mi-temps, première action de deuxième mi-temps, un des gars de l'autre équipe de Cagliari, il vient, il me tacle par derrière et il m'a cassé le péroné et j'ai eu luxation de la cheville. Donc une grosse blessure pour cet Ouais. âge-là, tu vois. Ah, ah, ah. Et j'ai dû être un mois avec le plâtre jusqu'en haut de la jambe et un mois avec le plâtre. À l'époque, ils te mettaient dans le plâtre, tu vois. Ils te Ouais. disaient pas, vas-y, on commence déjà. Voilà, un plâtre jusqu'en haut et un plâtre juste dessous le genou, tu vois. Et ensuite, après 7, 8 mois, j'ai dû apprendre de nouveau à marcher, courir, etc., etc. Donc, c'était une grosse blessure pour moi à cette époque-là, qui m'a un peu cassé dans mon élan. Mais pendant le temps que j'étais couché, ben, j'ai grandi de, je sais pas, 5, 10 centimètres, quoi. Donc ça, c'est ce qui a fait un peu le fait que j'ai commencé à bouger vers la défense. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, enfin, après cette blessure à ce jeune âge, comment tu l'as vécu? Est-ce que dans ta tête, tu te dis peut-être que enfin, ton rêve peut-être peut partir en fumée? Est-ce que, enfin, Non, non, je savais que j'allais revenir. Moi, dans ma tête, c'était sûr, quoi. Après, les docteurs, ils disaient, ouais, mais c'est assez proche de la ligne de la croissance, je sais pas quoi, de mon péroné, etc. Mais non, pour moi, je savais que j'allais revenir le plus vite possible, quoi. Mais bon, j'étais jeune encore, j'allais à l'école et tout.
et je me concentrais juste sur les études. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, c'était un peu un équilibre entre l'école et le foot. Sans le foot, l'école, c'était compliqué pour moi de me concentrer, de réussir bien, tu vois. Et une fois que j'ai recommencé le foot, tu voyais tout de suite mes notes, elles remontaient et c'était vraiment Ok. un équilibre, quoi. Top, Et top, puis top. après, c'est allé assez vite, en fait. C'est allé assez vite. On a fait les sélections genevoises, moins de 15. On a été champion suisse. Bon, moins de 14, on a été champion suisse, championnat et coupe. Moins de 15, on a fait les sélections régionales, ou moins de 14, champion suisse. Moins de 15, on a gagné. Tu sais, il y avait deux groupes à l'époque, les moins de 15. On avait gagné notre groupe et on devait jouer la finale contre Lucerne. Puis là, Hmm. j'ai une belle anecdote. Cédric, il s'en rappellera et tous les gars, ils s'en rappelleront. On a survolé le championnat. Vraiment, on était la meilleure équipe, mais de loin, de loin, de loin. Et on devait jouer cette finale à Granges. Et on n'est jamais allé à l'hôtel ou quoi que ce soit avec l'équipe, tu vois. On allait toujours depuis la maison, on allait au match. Même si c'était 5 heures du mat, il fallait partir. On partait 5 heures du mat, quoi. Et là, ce jour-là, le coach, il dit non, tu sais quoi, on va aller faire à l'hôtel, on va aller à Macolin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Macolin, mais Ah, c'est les ah, dortoirs. C'est les dortoirs. Alors, on ah, était 7 par chambre. C'était un bordel pas possible. Le soir avant la finale, moi, je me rappelle, les gars, ils faisaient la fête, il y avait la musique, c'était n'importe quoi. Pour se concentrer pour la finale championnat suisse, quoi, moins de 15. Il y avait du talc. Explique-moi pas pourquoi il y avait du talc, mais il y avait des gars avec du talc qui faisaient la fête, qui dansaient et tout. Non, c'était n'importe quoi. Et puis le jour après, bah voilà, on n'était pas dans le match dès le début. On a perdu 2-1. Mais ouais, ça c'est un gros regret que je pense que beaucoup d'entre nous là, à cette époque-là, on peut avoir. Ouais. donc, par la suite, il y a rapidement les présélections suisses qui arrivent, non? Ouais, présélection suisse juste après ça en fait. Juste après ça, on retrouve les mêmes gars qui nous ont battus dans ce match-là, la finale. Et on les retrouve. Mais au début, il y a, je sais pas, 50 joueurs, je crois. Avant les premiers matchs Ah amicaux, ouais. ils ramènent 50 joueurs. Et puis après, c'est un peu à toi de voir. Et moi, j'étais surclassé déjà à cette époque-là. Donc, je suis allé avec les 84 l'année en dessus. Et voilà, moi, j'étais super content d'être là déjà. Pas de stress, mais juste envie faire partie du groupe, tu vois. Après, j'ai commencé à croire en moi un peu plus. Et puis, ils m'ont sélectionné. Puis c'était cool. Franchement, les premières sélections, on allait avec Cédric Simba et, euh, et on a pris beaucoup de plaisir parce que Yves Desbonheur, c'était un super coach et on a commencé à apprendre un petit peu plus la tactique, un peu comment de voyager, tu vois. C'est une autre dynamique quoi, que quand tu es à la maison au Servette où tu connais tout le monde, etc. Tu vois. Et puis, bah, toi, par exemple, contrairement à Cédric, tu n'as pas été au centre de formation. Toi, tu es resté chez tes parents, tu allé à l'école bah, comme Voilà. étudiant normal. Et puis, Voilà, en fait, j'avais un contrat centre de formation, mais externe. Donc, j'habitais à la maison et je faisais quand même les entraînements spécifiques le mardi, mercredi matin. Donc, ouais, c'était la même chose, sauf que je dormais à la maison, quoi. Moi, ouais, ça m'intéressait pas d'aller vivre quelque part d'autre, alors que j'étais à 5 minutes de l'école, enfin, du cycle, après du collège. J'avais tous mes potes autour du quartier et tout ça. Je voulais pas bouger, quoi. Ça servait à rien. Mais donc à ce moment-là, enfin, est-ce que on peut juste revenir un peu sur le fait quand le Servette te propose un contrat, on va dire, de stagiaire, Ouais. comment ça se passe? Est-ce que c'est dû à tes performances avec le club? Est-ce que c'est aussi le fait que tu te retrouves aussi international? Est-ce qu'ils ont contacté tes parents d'abord? Est-ce que tu avais déjà peut-être un agent ou bien quelqu'un qui te représentait peut-être? Enfin, je sais qu'à l'époque, c'était pas trop ça, mais Mhm. juste savoir. Non, c'était mon père. C'était mon père. Et puis, non, ouais, je pense le fait que j'ai été appelé en équipe nationale, qu'on a gagné ces sélections régionales, là, Ligue moins de 14, ça a commencé un peu à se mettre en marche, tu vois. Et ils ont contacté mes parents, puis ils ont dit, écoutez, on aimerait offrir un contrat de stagiaire à Philippe. Et puis voilà, puis pour moi c'était clair dans ma tête, je voulais être externe, je voulais pas être interne comme les gars et vivre à Florimont.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, je devais juste arranger, comme eux, ceux qui habitaient à Florimont, ils avaient les cours qui étaient arrangés par Florimont. Moi, je devais l'arranger moi-même, en fait. Alors, je suis allé voir euh, le directeur de mon collège. Et puis, j'ai arrangé des horaires où, par exemple, j'allais à l'école que le matin et puis qu'après l'après-midi, j'ai libre. Et que le mardi et le mercredi, par exemple, je m'arrange pour faire que la moitié et puis après, je peux aller à l'entraînement. Mais c'était vrai que déjà à partir de 15 ans, c'était comme ça, quoi. Parce que je devais aller à l'école, aller à l'entraînement. J'avais pas le temps entre de réfléchir ou quoi que ce soit. Et puis après, vous connaissez le collège, ils te donnent 5 millions de livres à lire. Tu commences à voyager, tu loupes une semaine, tu dois rattraper, tu dois les mercredis après-midi te rattraper tous les trucs. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un équilibre, mais j'avais pas le temps de penser à autre chose, quoi. C'était école, foot, c'est tout. Et après, vite, rapidement, tu as dû commencer à faire un choix, soit enfin, finir tes études ou bah, peut-être intégrer, on va dire, un statut, en guillemets, pro, quoi. Ouais, ils ont voulu que, justement, plusieurs fois, on m'a dit, écoute, Phil, tu dois commencer à choisir là maintenant. Parce qu'on a beaucoup plus d'entraînement et puis on aimerait bien que tu sois là, quoi. Puis moi, j'ai dit non, moi, jusqu'à que je suis à la maison, et jusqu'à que je peux, j'ai envie de continuer le collège parce qu'on n'a aucune sécurité quand tu joues au foot, même si tu arrives proche de la première équipe, mais tu n'es pas encore là-bas, tu n'as pas encore le contrat. Moi, je me suis dit non, j'ai envie de continuer. Et puis pour ma mère, c'était important que je continue. Donc, j'ai fait le collège. Euh, j'ai fait la première, la deuxième. Ça devenait vraiment chaud parce que, tu vois, comme les années avançaient, des fois, on partait, par exemple, en moins de 16, moins de 17, tu partais deux semaines, 3 semaines. On partait et puis je devais prendre avec moi les trucs de l'école et tout. Donc, c'était pas facile, mais c'était, comme je te dis, un équilibre. Et moi, j'avais besoin de ça, de cet équilibre quoi, entre l'école et puis le foot. Ok. Et tu te souviens du premier, enfin, la première convocation avec l'équipe première, enfin, premier entraînement déjà? Ouais, bon. Déjà, l'entraîneur, c'était Lucien Favre et Adrien Urcea. Et ils m'ont appelé plusieurs fois à m'entraîner, mais moi, je pouvais pas parce que j'avais l'école. Alors, au bout d'un moment, ils me mettaient un petit peu la pression. Et puis, ils me disaient, écoute, là, vraiment, il faut que tu choisisses parce que là, on va t'appeler en équipe première pour que tu t'entraînes. Et moi, je pouvais vraiment pas. C'était un moment où je pouvais pas à cause de l'école. Et il y avait je crois que c'était les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe, euh, Servette contre Valence, Ah non, ça. Valencia. Et ils ont joué à Valencia le premier match. Et je ne sais pas pour quelle raison, il manquait un défenseur central ou un défenseur. Et tout de suite, je ne sais pas si c'est Adrien Urcea qui m'a appelé, l'entraîneur assistant de la première équipe. Et il m'a dit, écoute, on a besoin de toi, il faut que tu sois sur le banc demain soir. Et je ne m'étais pas encore entraîné avec l'équipe. Je suis jamais allé, je connaissais personne. Et puis je suis allé sur le banc à Valencia, tu vois, à Mestalla. J'avais 16 ans, moi, je comprenais rien. D'un jour à l'autre, je passe de la deuxième équipe, enfin, de la moins de 17, moins de deuxième équipe, à être sur le banc à Mestalla, tu vois. Et après, c'est allé assez vite, quoi. Depuis ce jour-là, ensuite, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première. J'avais pas de voiture, ils s'entraînaient au Evo, donc c'était assez compliqué d'y aller. Des fois, ils m'envoyaient une personne qui venait me chercher à l'école. Donc, je finissais l'école, tout de suite, j'avais quelqu'un qui venait me chercher et il m'amenait au Evo. Et des fois, quand j'avais un peu le temps, je rentrais chez moi. Et puis, un joueur de la première équipe qui habitait un peu dans le quartier, il y avait Hilton à l'époque, qui venait me chercher et il m'amenait à l'entraînement. Ok. Et puis bah, cette période-là, c'est aussi la même période où vous avez les championnats d'Europe U17, non? Ouais, alors ouais, ça c'est à peu près à la même période ou avant ou après, je me rappelle pas exactement. Mais on a ce championnat d'Europe moins de 17. Donc l'année d'avant, j'avais fait les moins de 17 championnats d'Europe avec l'année en dessus, les 84. 84, hein, ceux surclassés. Et là, j'ai allé y retourner avec ceux de mon âge, quoi, 85. Et voilà, on est retourné, c'était un autre coach, on est retourné et franchement, j'avais un bon sentiment, mais je pensais pas qu'on avait une équipe aussi forte que l'année d'avant. Après, je sais pas, c'est mon sentiment. Et on arrive au championnat d'Europe et
c'était de la folie, quoi. Moi, j'ai pas compris. Le premier match, pour moi, c'était la meilleure équipe. On a joué contre l'Ukraine. On perdait, je crois, 1 ou 2-0 au bout de 15 minutes. Et ensuite, on a retourné ça et on les a battus 3-2. Et à partir de là, on n'a plus douté du tout pour le reste du tournoi, quoi. On a battu le Portugal. Il y avait Cristiano Ronaldo dans le Portugal. Il avait pris carton rouge le premier match, donc il a sauté notre match. Il n'a pas pu jouer. Bon, on a quand même battu son équipe. Et ensuite, on a battu la France dans le match de poule. Et on a fini la poule avec 3 matchs, 9 points, quoi. On passe en quart de finale, on joue la Géorgie. On les bat 3-0. On joue en demi-finale contre l'Angleterre. On les bat 3-0. Mais de nouveau, on réfléchissait pas. Je te dis, on passait un match après l'autre. On se marrait bien dans les vestiaires. On se marrait bien en dehors. Et on réfléchissait pas, quoi. On jouait et puis on continuait à battre tout le monde. Et dans l'Angleterre, par exemple, il y avait Rooney. À l'époque, déjà, il y avait tout le monde qui parlait de lui et tout ça. Et puis 3-0, quoi. Et ensuite, en finale, on retrouve la France, qui avait envie justement de prendre leur revanche. Et bon, on va au temps supplémentaire et puis on les bat au penalty. Dernier penalty de Reto Ziegler. Ah ouais. Il met ce dernier penalty et on est champion d'Europe, quoi. Première fois que la Suisse gagne un titre international et puis moi je suis capitaine, quoi. C'était énorme. Ouais, c'était de la folie, quoi. Énorme, énorme. Est-ce que tu peux énumérer un peu 2-3 joueurs qui étaient avec toi dans cette sélection? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas racontent. Ouais, bah alors Reto Ziegler, des plus connus, Tranquillo Barnetta. Ouais. Il y a Sandro Burki, qui avait joué au Bayern chez les jeunes. Il y en a plusieurs qui sont partis, hein. Sven Koenig, qui a joué en Suisse aussi, gardien. Ouais. Et j'en oublie, hein, mais ça, c'est un peu ceux qui ont fait la carrière. Après, de ceux qui étaient là-bas, je peux te dire que la moitié, ou je sais pas, la moitié, 5 ans après, ils avaient arrêté le foot. C'est ça moi, c'est ça un peu mon message. Que même si on a été champion d'Europe, même si t'arrives à un certain niveau à 17 ans, 18 ans, c'est toujours pas joué, hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, c'est là que ça commence, le travail. Parce que c'est encore le monde des jeunes. Et c'est là qu'il faut commencer à travailler et à sacrifier encore plus et à avoir cette persévérance et cette envie de réussir. Parce que c'est là que ça va se jouer, quoi, ces prochaines années-là. C'est sûr. Donc après les championnats d'Europe, ça va assez vite, non? Il y a pas mal de... Vous êtes exposé un peu comme dans une vitrine. Ouais, exactement. Déjà, pendant les championnats d'Europe, il y avait des clubs qui parlaient sur certains joueurs, sur moi. Avant les championnats d'Europe, mon père avait déjà eu, on avait déjà eu contact avec le Bayern Munich. Alors moi, j'ai dit, OK, on va attendre le championnat d'Europe, on va faire ce championnat d'Europe et ensuite on en rediscutera. Je voulais pas décider dans ma tête. Je me disais, non, c'est un peu trop tôt pour prendre des décisions ou quoi. Et voilà, après le championnat d'Europe, on était dans cette vitrine et puis j'étais capitaine. Tu vois, c'est venu assez vite. Il y a plusieurs clubs qui commençaient à l'époque. C'est de la folie, hein, mais t'imagines, les gens, ils appelaient chez moi. Téléphone fixe de chez moi, quoi. Il n'y avait pas les portables et les trucs comme ça. Moi, j'avais pas d'agent, alors ils appelaient mon père à la maison, quoi. Il y a qui? C'est qui appelle? Ouais, c'est Bayern. Ok, c'est qui appelle? Ah, c'est le Chief Scout d'Arsenal. C'est qui appelle? C'est Liverpool. C'est de la folie. Moi, je devenais fou, quoi. Je parlais avec mes parents, je disais, bah, j'y crois pas, c'est pas possible. Tu vois, tous ces gens qui appellent chez moi, qui ont envie de me rencontrer, de parler avec mes parents et tout ça. Et c'est allé assez vite. Je suis allé à Munich 2 fois. La première fois, c'était pour les jeunes, pour la partie des jeunes. Et ensuite, quand ils ont vu qu'il y avait plus d'intérêt d'autres équipes, ils m'ont rappelé et puis ils m'ont dit, OK, maintenant, c'est pour la première équipe. On va te faire un contrat différent, etc. Moi, pour le moment, on ne parlait pas d'argent. On parlait juste de bouger là-bas. Ensuite, il y a Liverpool qui est venu à Genève avec Gérard Rouillet. Et puis, une personne un des directeurs, Arsène Wenger, le Chief Scout d'Arsenal, est venu chez moi plusieurs fois. Et ouais, plein d'autres clubs. Mes parents parlaient avec Real Madrid aussi à l'époque.
Et, ouais, Manchester United. Ouais. Alors, je suis allé à Munich, comme je t'ai dit. Je suis allé à Manchester. J'ai parlé avec Ferguson et il me voulait aussi pour la première équipe à l'époque. Et, euh, et 2 semaines après, je crois, enfin, je suis allé voir un match à Manchester. 2 semaines après, je vais à Arsenal. Invité là-bas par Arsenal, je regarde le match. Et après le match, j'ai rendez-vous dans un des salons, des lounges en haut. Et il y a David Dean qui était le chairman à l'époque, le président, si tu veux, et le bras droit d'Arsène Wenger, et puis Arsène Wenger. Et on est là, on est posé avec ma famille et puis eux, et puis ils me demandent alors qu'est-ce que tu décides? Parce que là, on arrivait un peu au bout où je devais prendre ma décision. Je suis allé voir tout le monde, parler à tout le monde, tu vois, voilà, il faut que je décide. Et puis là, je leur dis, voilà, je veux venir ici. J'ai eu un sentiment tellement bon pendant le match, dans le stade, etc. Je leur ai dit, ouais, j'ai envie de venir ici. Puis David Dean, il se lève et il me serre la main. Il fait, OK, c'est bon, alors on part demain, etc. Puis voilà, pour moi, c'était un moment ça m'a relâché beaucoup, hein, parce que ça commençait à monter. C'est pas une pression, mais c'est le moment où je devais prendre cette décision, quoi. J'ai vraiment bien réfléchi, parlé avec mes parents. Euh, voilà, quoi. C'est un peu comme ça. Et juste avant ça, je vais juste revenir un peu avant ça, Ouais. il y a quand même une certaine notoriété parce que, bah, mine de rien, les gens qui t'entourent, ils sont quand même au courant. Et puis, bah, toi, bah, de ce qu'on voit, c'est que tu es une personne super humble. Tu n'es pas extravagante. Comment tu gères un peu bah, on va dire, cette pression, Cette cette notoriété. notoriété, ouais. Ouais, ouais, je peux dire que mes parents, ils m'ont bien protégé sur ça. J'avais un cercle autour de moi, mes parents, mon frère, et puis des amis proches. Et ça me touchait pas autant que ça, en fait. Moi, je continuais à faire mon travail, je continuais à aller au collège. J'ai pas arrêté et commencé à faire la fête, tu vois. J'ai continué à être moi-même et à faire mon travail. Et je pense que le fait que mon père filtrait un peu les informations, etc., ça m'a aidé, quoi. Ensuite, entre-temps, j'ai commencé à jouer en équipe première aussi du Servette. Donc, Lucien Favre m'a donné ma chance à cette époque-là. Donc, moi, j'étais focus. J'ai envie de jouer en équipe première, tu vois, pour le moment. Et je me préparais au moment où j'allais partir. Ouais. Donc ça veut dire que, parce que moi je me rappelle, hein, j'ai eu la chance de venir au Charmy et de pouvoir jouer un petit peu. Et je me rappelle que bah, le jour où je suis venu te voir, il me semble que vous jouez, je sais plus contre qui vous jouez, je crois. Et genre, j'ai même pas eu le temps de rentrer dans le stade encore. But! Je dis non, ça commence à crier. But de Philippe Sanderos. Et en fait, je crois que c'était même le. Je sais même pas si c'était ton premier match ou quoi, mais moi, franchement, je n'avais jamais entendu parler de toi. Tu sais, je suivais le truc, je savais que tu étais avec les jeunes, etc. Mais je savais pas que tu étais monté avec la première. Et Ouais. enfin, je sais pas, je crois que tu avais joué titulaire, ouais. Et je vois, le match, il a commencé, tu marques direct. Centre, corner, tête. Je dis non, j'ai raté ça. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu Bien de. sûr, bien sûr. Bah, écoute, j'ai fait quelques matchs la saison avant. Donc, j'avais joué contre Getse. Il y avait Nunez qui jouait et moi, j'étais latéral droit. C'est mes 2 premiers matchs. J'ai joué contre Nunez et à Saint-Gall. Donc, 2 matchs à l'extérieur. Et c'était chaud. Et la saison d'après, j'ai commencé la saison en équipe première, quoi. J'avais 17 ans, j'allais au collège et puis j'ai commencé en équipe première. Et là, j'étais déjà défenseur central, quoi. Et un de mes premiers matchs, bah, j'ai joué au Charmy et puis contre Lucerne, j'ai mis un doublé. Voilà, c'est ça. Je crois, je crois C'est que c'était là. un de mes premiers matchs, quoi. Quatrième match que je jouais, et puis un de mes premiers matchs au Charmy. Et ensuite, 2, 3 semaines après, je marque de nouveau contre Haro, je crois, de la tête. Et ouais, c'est de la folie, quoi. Moi, j'ai grandi, je viens de Lyotard, à 5 minutes à pied, à 10 minutes à tout casser des Charmilles. Et je vois les lumières des Charmilles depuis mon balcon, depuis où j'habitais à l'époque, tu vois. Et j'étais ramasseur de balles quand je grandissais, j'étais fan du Servette. Puis de jouer aux Charmilles, c'était incroyable pour moi. Après le match, j'arrivais à pied au stade. Après le match, je me douchais, je prenais mes écouteurs, à l'époque, les Discman. Puis je rentrais en marchant chez moi, quoi. C'était magique. C'est magique.
Donc, ouais, comme on l'a dit, bah, tu signes à Arsenal. Et Ouais. bah, cette première saison où tu arrives à Arsenal, c'est l'année où Arsenal, c'est l'équipe des Invincibles, hein. Ouais. L'année où il y a les Thierry Henry, Pires, je crois qu'il y a aussi Bergkamp. Bergkamp, t'as joué avec Bergkamp quand même. Hein. Bergkamp, Canou, Wiltord. Ah, il y avait des joueurs c'était de la folie, hein, c'était de la folie. En fait, j'arrive et le saut entre le championnat suisse et la première ligue, il est immense, tu vois. Et moi encore plus parce que j'arrive dans cette équipe des Invincibles. Donc ma première année, ils n'ont pas perdu un match. Et devant moi, j'avais des gars comme, bah, je sais pas, Pascal Sigan, Campbell, Kolo Touré, Martin Keown, une légende à Arsenal. Et voilà, j'avais des gars expérimentés devant moi, tu vois. Et je savais que ça allait être compliqué ma première année de jouer, tu vois. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné tout le temps. J'étais avec la première équipe, j'étais dans les vestiaires de la première équipe. Et je m'entraînais tout le temps, je regardais comment ils s'entraînaient, j'apprenais et puis je bossais, quoi. Je voulais monter mon niveau pour essayer d'avoir ma chance. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'accueil que tu as eu? Comment bah, tu arrives dans les vestiaires, tu es entouré de grands noms. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a pris un peu sous son aile? Parce qu'à cette époque-là, tu parles anglais ou enfin, juste Ouais, là? je parlais un peu anglais. Ouais, ouais, je parlais un peu anglais. Mm. Et Mais bon, il y avait tellement de Français à l'époque. Je aussi. pense que la moitié de l'équipe était français, le coach était français. Donc, non, c'était cool parce que je me suis pas senti seul, tu vois. Dès le début, j'ai pu parler. Il y avait Johan Jourou qui est arrivé en même temps que moi. Et on n'habitait pas loin d'ailleurs. Donc, j'avais quelqu'un qui était de Genève, je savais. Ensuite, j'habitais avec Fabregas dans la même maison. Et d'abord, ils nous ont mis avec une dame parce que moi je voulais pas déjà bouger dans notre pays, faire à manger, faire la lessive et tout ça. J'étais pas prêt pour ça, tu vois. Alors j'ai pris la première année, les premiers mois pour déjà penser que au foot. Alors ils m'ont mis avec un petit espagnol, et un petit espagnol qui arrive là. Puis moi je dis mais c'est qui ce petit? Après, je regarde, ah, Fabregas, ok, je regarde, équipe nationale moins de 17, je crois, moins de 15, ils avaient gagné le championnat d'Europe. Ah, il est pas mal ce petit. Après, il arrive, il parlait pas un mot d'anglais. Alors, ils l'ont mis direct avec moi dans la famille, tu vois. Et voilà, au bout de quelques mois, il commence à venir à s'entraîner avec la première équipe. Mais c'était de la folie. Il avait 16 ans, je crois, 15, 16 ans. Et il jouait, il faisait des 1-2 autour des gars, des Vieira, des gars comme ça. Tu peux pas t'imaginer, il était tout enfin, petit et maigre, mais il voyait le foot, mais tellement clair et tellement plus vite que les autres. Et voilà, on a créé cette relation, lui et moi, parce qu'on habitait ensemble. Moi, je traduisais un peu pour lui la vie de tous les jours. Et puis, euh, et puis ça m'a beaucoup aidé quoi, à m'adapter au jeu là-bas. Ensuite, dans les vestiaires, ben, on était plein de jeunes un peu dans la même situation qui devaient faire on devait faire notre espace là dans cette équipe. Mais ouais, la première année, c'était magique quoi, de voir cette équipe-là jouer. C'était énorme, j'imagine énorme. Après, ce que je voulais savoir aussi, c'est que bah, tu arrives à Arsenal, tout se passe bien, etc. Est-ce que tu te rappelles un peu la préparation, comment elle s'est passée avec Arsenal? Parce que je pense que ça change par rapport à la Suisse. Est-ce que tu te rappelles un petit peu? Ouais, alors les préparations, Arsenal à l'époque, ils allaient toujours en Autriche. Alors, on allait dans cet hôtel un peu perdu au milieu des montagnes en Autriche. Arsène Wenger, il aimait bien ça. Et on allait là-bas, en fait. On s'entraînait là-bas. Et je me rappelle qu'il faisait super chaud, quoi. La première préparation, super chaud. Et on faisait toujours les longues courses et tout ça. Puis ça va, en course continue, ça va, ça allait encore. Et après, quand on devait jouer dans les petits matchs, je me rappelle que ça allait à 5000 à l'heure, quoi. Les 1-2, ça jouait une touche. Puis si tu regardes les images de l'époque, là, 2003-2004, c'est de la folie. Il y avait vraiment des joueurs qui jouaient au ballon et cet Arsenal-là, c'était magnifique de voir jouer, quoi. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour rentrer un peu au niveau, et, au niveau du rythme et tout ça, mais c'était magique, quoi, d'être là-bas. Donc, première saison, tu joues pas. Mm. La seconde saison, tu fais ton premier match. C'est quoi, Ouais. à domicile, à l'extérieur, tu t'en souviens?
Alors, mon premier match, c'était à l'extérieur. On a fait notre début avec pas mal de joueurs, en fait. Johan Djourou a commencé le même jour. Et un très bon ami à moi qui est scout pour Arsenal, qui joue, qui est encore là-bas, qui travaille encore à Arsenal. Euh, et on gagne à Manchester City. On les bat 2-1. Mais bon, on parle de Manchester City en à l'époque. 2004. C'était une autre équipe, Oui. complètement une autre équipe. Mais ouais, c'était super quoi, de jouer là-bas, dans ce stade. Il y avait des gars comme Fowler, McManaman. C'était quand même pas mal, mais c'est pas le Man City d'aujourd'hui, quoi. À l'époque, là, ils avaient encore Reebok. Ouais, exact. Reebok, c'est sûr. Et là, à ce moment-là, parce que tu arrives à Arsenal, tu as déjà fait une saison, etc., est-ce que tu es approché par un équipementier? Est-ce que là, à ce moment-là, enfin, parce que je sais qu'à l'époque, Arsenal, ils avaient Nike, c'est ça? D'accord. Est-ce que toi, tu prends la marque de l'équipe ou est-ce que tu as un équipementier particulier vu que tu étais avec la Suisse? Ouais, dès que j'étais avec la Suisse, en fait, moins de 17, ils commencent déjà à me donner des trucs Puma et tout ça. Donc, ouais, moi, j'étais content. J'aimais bien les Puma King à l'époque, donc je mettais Hmm. les Puma King. Et en fait, mes choix, ça a toujours été par rapport aux chaussures que je mettais. Ceux qui me connaissent, ils savent un peu mes pieds, ils sont un peu particuliers. Et j'ai besoin d'être confortable dans les chaussures, tu vois. Donc, les Puma King, c'était top parce que le cuir, il est bien confortable et tout ça. Donc, je mettais ça. Et une fois que je suis arrivé à Arsenal, enfin, je crois que même juste avant, j'ai signé un contrat avec Puma, quoi. Puma Suisse. Et voilà, il me donnait un petit peu d'argent, mais surtout qu'il me donnait le matériel. Ouais, Ah, ce que je me rappelle, c'est qu'à Londres, il y avait c'est un peu le magasin Puma à Londres, et je pouvais aller là-bas, puis je pouvais un peu choisir ce que je voulais. Ça, c'était cool. Ok, top, top, top. Puis après, plus tard, je suis parti chez Nike. En 2005, je crois. Et après, je suis resté toute ma carrière avec Nike. Ok, d'accord. Et au niveau donc, ton premier match que tu fais avec Arsenal, etc., donc ça se passe bien. Puis après, tu enchaînes. Parce que avant la première année, tu jouais avec les Espoirs, c'est ça? Enfin, Ouais, un peu, ouais. moins Ouais, de 23, c'est la ça? réserve. ouais, en réserve. Et ça se passait bien. Est-ce qu'il y a des appréhensions vu que tu viens de l'étranger, que tu as un joueur qui est aux portes de enfin, tu es avec la première, tu viens avec eux? Parce que enfin, moi, souvent ici, quand il y a un joueur de la première qui descend avec la 2, il y en a qui arrivent, ils l'accueillent bien parce que voilà, c'est un joueur de la première. Et il y en a des fois, ils disent ouais, mais bon, ils se prend pour je sais pas qui. Même temps, toi, tu n'as pas forcément la motive d'aller jouer avec eux parce que le niveau, il est plus, enfin, le rythme, c'est pas le même, Hmm. enfin, etc. Bon, après, je sais que toi, tu as une mentalité, voilà. Voilà, ouais, moi, ça m'a jamais vraiment fait quelque chose de redescendre ou quoi que ce soit. Moi, je sais que j'avais besoin des matchs, j'avais besoin de me mettre à jour, de prendre du rythme et puis de montrer que je suis capable d'être au niveau, tu vois. Donc, moi, ça m'a jamais rien fait. Même plus tard dans ma carrière, quand j'ai été blessé et que j'ai dû reprendre du rythme, en Angleterre, ils te laissent la possibilité de descendre avec les moins de 23, de faire quelques matchs et après de repartir en première. Et même à l'époque là, j'avais pas de problème de jouer avec la réserve. Et c'était vraiment cool, quoi, parce qu'on était pas mal de jeunes, plein de jeunes, bien sûr, qui avaient tous envie de réussir. Et puis, ce qui était bien, c'est que le coach de la première équipe, Arsène Wenger, quand on jouait à la maison, il était presque toujours là. Donc, il venait voir les matchs de la réserve. Et puis, ça, c'est bien, tu vois, quand tu sais que tu t'entraînes tous les jours et ensuite l'entraîneur de la première équipe vient voir tes matchs, tu te sens encore mieux parce que t'as envie de montrer des bonnes performances. Et le lien que tu avais avec Arsène Wenger, tu te rappelles un petit peu si. Bah, parce qu'on on le voit depuis les médias, on voit qu'il est quand même c'est quelqu'un de très paternel avec ses joueurs, etc. Est-ce Mhm. que Enfin, moi, personnellement, je sais qu'avoir un coach comme ça, personnellement, moi, je trouve que ça fait la diff, tu vois, parce que en même temps, ça te permet de pas forcément trop stresser quand tu sais qu'il va. Bah, quand il compte sur toi, il compte sur toi vraiment pour de vrai. Ouais. Ouais. Et je pense que ça, c'est une de ses qualités ou de ses forces. C'est quand il a lancé des jeunes, le moment où il les a lancés, c'était le bon moment, tu vois. Et ça, on peut dire plein de choses. On peut dire, ouais, Arsène Wenger, il a lancé tellement de jeunes que, ouais, mais non, mais il les a pas juste lancés. Il les a lancés au moment où eux, ils étaient prêts, tu Mhm. vois. Et pas seulement eux, ils étaient prêts, mais dans des situations où eux, ils peuvent faire quelque chose et pas les brûler ou pas, tu vois, pas les dégoûter, tu vois. Il nous a lancés dans des situations où
il savait qu'on pouvait gérer la situation et qu'on pouvait se développer à partir de là, tu vois. Et ça, c'est clair que ça, c'est un talent que lui, il avait, que pas beaucoup de personnes ont. Ensuite, ma relation avec lui, ben, c'est une relation de confiance. Il m'a donné une confiance incroyable et il m'a appris beaucoup de choses. Et moi, toute ma carrière à Arsenal, j'ai toujours voulu lui rendre un peu ça, quoi. Parce que je lui dois beaucoup. Pas seulement pour ma carrière à Arsenal, mais pour le reste de ma carrière. Mm, mm. Et puis bah, là, je crois que c'est la saison d'après, bah, après que tu aies enchaîné quelques matchs, tu commences vraiment à. Tu fais tes débuts en équipe suisse, c'est ça? Ouais, ouais, assez tôt, en 2005, 5. je fais mes débuts en équipe nationale. On fait donc le premier match au Stade de France contre la France. Ça, c'est mon premier match en équipe nationale. Et j'ai fait mon début le même jour que Reto Ziegler. Ok. Alors, je dois raconter l'histoire un peu. Reto Ziegler, c'est mon pote depuis qu'on a 8-9 ans. On jouait ensemble au Servette. Ensuite, il est parti, il est revenu. Ensuite, en équipe nationale, on était en chambre ensemble tout le temps, en moins de 17. On était champion d'Europe ensemble. Ensuite, il est reparti. Et le jour, on a fait notre début le même jour, quoi. C'est de la folie. Et puis aujourd'hui encore, on est potes, tu vois. On a joué les deux au Texas. Moi, j'ai joué à Houston et lui, il était à Dallas. C'était le derby du Texas. Quand il a signé à Tottenham, moi, j'étais à Arsenal. On a fait le derby du nord de Londres. C'est de la folie, quoi. On a joué plusieurs fois l'un contre l'autre et nos carrières, elles se sont retrouvées plusieurs fois, quoi. C'est super. Mais ce match-là était magnifique, magnifique. Ok. Et après, c'est pas dans le contexte de l'équipe nationale, mais c'est par rapport à tes matchs. J'aimerais juste savoir, est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Tu vois, parce que moi, je sais que les footballeurs, enfin, moi, personnellement, je sais que j'en ai parlé à plusieurs amis autour de moi. Et moi aussi, avant de jouer au foot, j'avais toujours un rituel. J'écoutais la même musique. Je mettais peut-être la chaussure d'une certaine manière. Et, par exemple, moi, j'avais un caleçon. Si je ne jouais pas avec ce caleçon, c'était voilà, des bandades. Donc, Ouais, bah écoute, j'en ai eu beaucoup. Alors, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai continué avec certains de ces rituels et d'autres, je les ai laissés tomber parce qu'au bout d'un moment, ça devenait fatigant, quoi. Je devais faire tout le temps la même chose. Euh, Par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé toute ma carrière, c'est de mettre la chaussette gauche d'abord, la chaussette droite, la chaussure gauche, lasser les chaussures et ensuite lasser les chaussures droites, la chaussure droite, tu vois. Et de faire à peu près tout le temps la même chose. Je comprends que moi, ça m'aidait à penser juste au match en fait. Je faisais tout le temps la même chose, comme ça, j'avais pas besoin de me perdre, de perdre des minutes ou quoi que ce soit, et je pensais juste à mon match, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait fatigant. Quand tu devais écouter tout le temps la même chanson avant le match, et puis qu'après tu perdais, après tu disais, mais attends, j'ai pas écouté la bonne chanson, tu vois, ça c'était chaud, quoi. Et au bout d'un moment, j'en perdais quelques-unes, et puis après j'ai appris que voilà. Euh, faut se sentir bien et arriver au match dans des bonnes conditions, mais faut pas te rendre fou avec ces rituels, quoi, parce que le fait que tu écoutes cette chanson ou que tu l'écoutes pas ou que tu appelles cette personne ou que tu l'appelles pas, euh, ça devrait pas te chambouler ta tête et ton match, quoi. c'est sûr. Et est-ce que, euh, après les matchs, tu étais plutôt une personne qui tu te remettais en question, ou bien tu te refaisais le match pour voir un peu, ou bien tu regardais les vidéos pour savoir quelles étaient tes erreurs ou pas, est-ce que tu avais fait bien, etc. Enfin, Ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je suis un perfectionniste et je suis vachement dur avec moi-même, en fait. Donc, pendant beaucoup d'années, limite, je me punissais, tu vois, après les matchs, si j'étais pas content avec moi-même, même quand on gagnait, mais j'étais pas content avec certaines choses qui sont passées dans le match, mais j'étais vraiment pas dans l'ambiance pendant un moment. Et bon, mon cercle autour de moi, ma famille, mes amis, ils savaient qu'il fallait pas m'adresser la parole s'ils voyaient quelque chose dans le match qui se passait. Ils savaient que ils me connaissaient, quoi. Ils savaient que j'allais pas ressortir du match avec un bon sentiment et fallait essayer de m'éviter pendant un moment et puis ensuite voir si je revenais un petit peu à moi-même et puis que je revenais moi-même, tu vois. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez dur parce qu'après le match, j'aime bien penser à mon match,
repenser à mon match, peut-être voir les images, etc. Et puis me critiquer moi-même. Je suis mon plus grand critique, quoi. Donc, avant que ça sorte dans les journaux, etc., etc., je me suis déjà critiqué moi-même, tu vois. Et j'étais dur avec moi-même pas mal de fois. Ouais. Et du coup, vu que tu faisais souvent ton autocritique, est-ce que les articles dans les journaux pouvaient t'affecter? Non, écoute, je lisais pas vraiment les journaux, je dois dire la vérité. Puis quand je jouais, c'était un peu avant les réseaux sociaux, quand je jouais à Arsenal, par exemple. Et je pense que ça, c'est un bien parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sont assez, euh, c'est assez difficile pour eux, quoi. Ils reçoivent les critiques directement sur leur portable. Ils l'ont tout le temps 24 heures sur 24 sur eux. C'est pas facile. À l'époque, tu devais attendre l'article qui sort, tu vois, le soir ou le jour Mhm. d'après. Donc, non, je lisais pas vraiment et ça m'affectait pas autant que ça. Mais c'est clair que, comme je t'ai dit avant, c'est moi qui me faisais ma propre critique. Donc, j'étais déjà dur avec moi-même dans ma tête. Donc, voilà. Ce qu'on disait depuis dehors, ça me touchait pas autant que ça. Donc après, bah, il y a la saison 2005-2006. C'est la Mhm. saison où Arsenal fait un bon parcours européen. Ouais. Donc, comment ça se passe? Début de saison, vous étiez déjà préparé. Enfin, Ouais, l'année d'avant, en fait, 2004-2005, on gagne la Coupe d'Angleterre, donc la c'est FA ça, Cup. c'est Je ça. me disais, la FA Cup, Ouais. ouais. Et là, je joue presque tous les matchs en coupe et je tiens ma place en finale. Et on bat Manchester United après prolongation au penalty. Dernier penalty, c'est Patrick Vieira qui le tire et on gagne la coupe, quoi. Et là, j'ai quoi? J'ai 19 ans. Ouais, 19 ans. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Ce jour-là, il y a eu 0-0. On n'a pas joué notre meilleur match, mais on a tenu. Et puis après, on gagne la coupe, quoi. C'était super. Et pour moi, de gagner mon premier titre avec Arsenal, ouais, c'est vraiment des sensations incroyables. Et je me rappelle marcher autour du terrain avec la coupe, etc., avec les autres joueurs. Puis je vois mon père là tout en haut dans le stade. On a joué à Cardiff. Et ça, c'est un truc, c'est de la folie, hein, mais plusieurs fois, j'ai chopé ma famille dans le stade comme ça, sans savoir où ils étaient. Au Ouais. Stade de France, il y a, je sais pas, il y a quoi, 90 000 personnes au Stade de France, 80 000. Je Ouais. rentre sur le terrain à l'échauffement, tout, tout droit comme ça. Et, ok, c'était pas plein, mais je vois direct mon père et ma famille, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, savoir qu'ils sont là, c'était cool, tu vois. Je me suis senti, ah, ok, c'est bon, ils sont là, c'est tranquille, quoi. On peut Ouais. commencer, quoi. Euh, magique. Donc, ouais, champion d'Angleterre. Après, vous commencez bah, la saison d'après. Ouais, Champions League. On a fait 10 matchs sans prendre de but en Champions League. Je crois que c'est un record qui tient encore aujourd'hui. Et pas mal de fois, bah, j'ai joué, je sais pas si j'ai joué tous ces 10 matchs, on n'a pas pris de but, mais j'ai joué pas mal. Surtout à partir des huitièmes, on joue contre Real Madrid. On les bat 1-0 au Bernabeu et ensuite on fait match nul à la maison. Et voilà, pour moi, c'était mon rêve ultime de jouer contre le Real, Ça, euh, contre les Galacticos. Et au Bernabeu, quoi. Bernabeu plein à craquer. Moi, je suis là en défense centrale. Je dois marquer Ronaldo, le, ah. le vrai Ronaldo. Euh, ouais, non, c'était incroyable, incroyable, quoi. Un moment incroyable de ma carrière. Et tu te rappelles un peu de ton match au Bernabeu? Parce que, quand même, c'est un sentiment particulier. Ton père qui est pour le Real, Mhm. qui t'a transmis un peu comment dire, cet amour pour ce club. Et Ouais. C'était mon rêve. Là, je vivais mon rêve. Alors, si j'ai rêvé d'être joueur professionnel, moi, je rêvais de jouer au Bernabeu. ouais, Je rêvais de jouer au Servette, c'est clair. Je savais que c'était une étape à passer et tout ça, au Charmy. Mais comme tout le monde, quand tu regardes les matchs à la télé, tu as envie de jouer dans ces matchs-là, la Champions League, quand tu entends la musique et tout ça. C'est là que tu as envie de jouer. Et là, j'étais en train de vivre mon rêve. Là, c'était vraiment mon rêve. Et je me rappelle, avant le match, je l'ai dit dans une interview il n'y a pas longtemps.
mais j'ai commencé à vomir. Je me suis senti, c'était trop pour moi, tu vois. J'ai vomi sur le terrain avant le coup de sifflet de l'arbitre. Et ensuite, une fois que l'arbitre il a sifflé, c'était parti, quoi. Je suis parti, j'étais dans mon match. Et ouais, bon, j'ai pas fait un super match, mais on n'a pas pris de but et puis on a gagné. Ah, mais c'est bon, c'est énorme. C'est Tu énorme, dis hein. de jouer au Bernabéu contre le Real Madrid. Moi, mon rêve, ça aurait été de jouer au Nou Camp. Oh, peut-être pas au Ouais. Bernabéu. Mais Ouais. Non, mais ouais, c'est le rêve de tout le monde. Et je me suis rendu compte, en fait. Jusqu'à là, je ne m'étais pas rendu compte. Mais quand je me sentais pas bien avant le match, je pense que là, je me suis rendu compte. Oh, là, je suis au Bernabéu. Là, ça va commencer, tu vois. c'est sûr. Euh, Et mais, comment ça se passe quand à la fin du match, enfin, le match est fini, tu rentres à la maison, la tension, toute l'adrénaline, elle redescend, et tu es à la maison, et là, je pense que tu sais, tu réalises un petit peu, tu refais le match, tu penses un peu, je sais pas si tu. Alors moi, je pense que je suis un peu comme ça, mais là, tu te rends vraiment compte que voilà ce que tu es en train de vivre, tu te dis, putain, c'est énorme quand même, tu vois. Limite ouais, penser, tu vois. ouais. Après le match, en fait, tu n'arrives pas à dormir. Après beaucoup de matchs. Normalement, quand tu joues déjà en championnat, tu joues à 15 heures. Le soir, c'est dur à dormir, mais quand tu joues en Champions League, tu peux pas dormir le soir. Tu joues à 9 heures du soir et ensuite tu finis le match à 11 heures. Le temps que tu arrives à l'hôtel ou à la maison, c'est minuit, 1 heure. Et puis tu as encore cette adrénaline du match. Et puis moi, je repense à mon match, quoi. Je refais mon match dans ma tête, je réfléchis, je me critique, tu vois, et j'ai pas le temps vraiment de réaliser, ah, c'est ce que j'ai fait, j'ai joué au Bernabéu, mais je réfléchis à mon match, tu vois. Ouais, ouais. C'est ce que je faisais. Mais par contre, je dormais pas beaucoup. Je dormais pas beaucoup après les matchs, quoi, c'est clair. Et juste une dernière question aussi par rapport à cette saison-là, parce que c'est une saison quand même un peu importante, un peu dans Ouais, ta carrière, je dirais. Est-ce que tu te. Parce que là, je sais qu'il y a une rivalité quand même entre Arsenal et Tottenham. ouais. Et bon, toi, tu viens pas de la région, mais tu connais un petit peu, etc. Comment tu préparais ces matchs-là? Parce que c'est vrai que ça reste des derbys quand même. Enfin, ils sont quand même spectaculaires, ces derbys-là. Donc, Ouais. c'est, Le derby du nord de Londres. Et voilà. en fait, ce que je te disais avant, dans ma première année, c'est ça que j'ai appris. C'est ces petites choses. Quand on va dans un stade, je sais pas, à Fulham, ou quand on va. Les petites choses, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Qu'est-ce qu'on parle pendant la semaine avant d'arriver à ce match-là? Et c'est ces petites choses que j'ai appris pendant ma première année. Et je me rappelle ma première année, justement, quand cette équipe, les Invincibles, ont gagné le championnat. Pour gagner le championnat, ils devaient aller gagner le dernier match, enfin pas le dernier match, mais un des derniers matchs. Ils pouvaient gagner le championnat à Tottenham sur leur terrain. Et ça, c'est un truc incroyable. T'imagines aller les battre là-bas et gagner le championnat chez eux. Ça, tu fêtes chez eux. Et ça leur a, encore aujourd'hui, je pense, ils ont le cœur brisé de ce jour-là, tu vois, les supporters de Tottenham. Et c'est ces petites choses. Moi, l'année où j'ai commencé à jouer, ben, je savais déjà, ok, je sais l'importance que ça a pour les fans de jouer à Tottenham ou contre Tottenham. Et ces matchs-là, ben, tu vas encore plus parce que tu sais, tu entends les bruits, les gens, ils sont motivés à fond et tu sais l'importance que ça a de jouer un derby, quoi. Et au niveau après de la notoriété, parce que je veux dire, là maintenant, tu es considéré comme une star mondiale. Enfin, faut dire ce qui est vraiment à dire. Tu es, considéré comme une star mondiale. Tu joues dans un club, un des meilleurs clubs européens. À Londres, la vie à Londres, ça se passe comment? Est-ce que pour faire tes courses, tu peux pas forcément sortir comme ça? Il y a des émeutes, etc. Enfin, Non, pas des émeutes. Non, je sais pas, j'ai de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai pas vraiment eu de problème. À Londres, c'est une grande ville aussi, hein. Au nord de Londres, on me reconnaissait et tout, parce que c'est vraiment Arsenal, etc. Au centre de Londres, ça va. T'arrives encore à vivre une vie assez normale et passer un peu inaperçu, parce qu'il y a des gens beaucoup plus importants qu'un joueur de 19 ans, je pense, hein. Mais ouais, peu à peu, ça commençait. Je pense que les gens commençaient à me reconnaître et tout ça, mais j'arrivais à vivre une vie assez normale, quoi. ok. Et puis je crois qu'à ce moment-là, avec l'équipe suisse aussi, vous étiez en train de. C'était pour les préparations de la Coupe du Monde ou même pas? Ouais, 2005, Ouais. on fait les préparations et en fait, fin 2005, novembre, on fait le play-off
contre la Turquie Voilà. pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, Ouais. c'est deux matchs incroyables. Deux matchs incroyables. Le premier à Bâle, où on gagne 2-0 et je marque le premier but. Euh, le premier but qui nous lance un peu sur le fait que voilà, on devait débloquer ce match. Et puis voilà, je marque ce premier but. Et ensuite, Berami marque, je crois, dans les arrêts de jeu ou juste à la fin. Et ça nous libère aussi parce que 2-0, on sait qu'on va déjà en Turquie avec un bon avantage, mais on ne savait pas à quoi on s'attendait. On savait vraiment pas. On pensait, ouais, ça va être chaud et tout, mais moi, j'ai jamais vu une ambiance pareille. Jamais vu une ambiance pareille. Donc là, c'est même pas. Non, non, mais tu peux pas t'imaginer. Dès qu'on arrive là-bas, il y a je sais pas combien de personnes déjà dans l'aéroport, dedans, où tu ramasses tes bagages. Il y a déjà, c'est plein de gens déjà. Je sais pas comment ils sont rentrés ou quoi. Et ils nous laissaient pas nous asseoir. Le contrôle des passeports, ils nous ont, là, je crois, on est resté 2 ou 3 heures debout. Et ensuite, ils nous laissaient pas nous asseoir. Tu vois, les trucs pour ramasser les bagages et tout ça. Nous, on voulait s'asseoir là. Et eux, ils les ont mis en marche. Genre, ils ont tout fait pour nous rendre fous, tu vois, pour que quelqu'un ait une réponse, un truc. Bon, faut raconter un peu l'histoire. Il y a, je crois, 2 ou 3 personnes qui ont sifflé l'hymne national turc en Suisse, des idiots. Et eux, ils l'ont pris comme un truc incroyable. On est arrivé en Turquie, ils nous détestaient, quoi. Ils voulaient vraiment nous. Ouais, ils nous détestaient, quoi. Et, euh, et voilà, ce jour-là, on arrive en Turquie, ils nous jettent des œufs, ils nous jettent des trucs à l'aéroport, ils nous jettent des bouteilles, des trucs. On passe direct, on rentre dans le bus, ils nous jettent de nouveau des œufs dans le bus. Notre hôtel, il est barricadé, sécurité de partout et tout ça. On fait l'entraînement, le jour du match, on arrive au match. Moi, j'ai jamais vu autant de haine quoi, envers une équipe. Ouais, je savais pas, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, mais c'est magnifique de vivre ça. Nous, on se disait, ouais, on arrive là-bas, un bon avantage, 2-0, on verra ce que ça va faire. On arrive au stade, mais j'ai jamais vu une ambiance pareille. Donc, l'hymne national turc, je l'ai entendu, c'était incroyable. J'avais la chair de poule. Et ensuite, notre hymne national, je l'ai pas entendu. J'ai pas entendu le moment où ça a commencé jusqu'au moment où ça a fini. Il y avait des sifflements, des cris, mais j'ai jamais entendu des trucs pareils. Et ça, c'était. Et nous, on se regardait, les gars, à l'hymne national. Moi, normalement, j'ai l'habitude de chanter. Et là, je pouvais pas chanter. J'entendais pas la musique. On ne savait pas quand ça a commencé ou ça a fini, tu vois. Et après, on a eu de la chance, quoi. Début du match, à chaque fois qu'on touchait la balle, il y avait le speaker qui disait, ouais, je sais pas quoi. Il disait un truc en turc, faut faire du bruit, quoi. Et, à chaque fois qu'on touchait la balle, monstre sifflet et tout ça. C'était de la folie. Et on a eu de la chance qu'on a marqué très tôt. Fra, il a marqué sur penalty. Et là, on avait 3 buts d'avance, tu vois, et un but à l'extérieur. Donc là, il devait marquer, je crois. Ouais, je suis jamais très bon avec les buts à l'extérieur. 4 buts, ouais. 4 buts. Et on était, en fait, tout le temps dans le match, on était toujours qualifiés, tu vois. On a eu vraiment de la chance. Ensuite, en deuxième mi-temps, on remet de nouveau un but. On perd le match en tout 4-2. C'est de la folie à la fin du match. On sait que déjà, les gars de la sécurité, tout, c'est la haine partout. Et moi, dès que le sifflet de l'arbitre, dès qu'il siffle, moi, je cours, je sprint, tu vois. Ah ouais, moi, chacun pour soi dans ces situations. Chacun pour soi. Moi, je suis parti en courant et j'étais un des premiers dans le vestiaire. Mais je me rappelle, le vestiaire, il était fermé à clé. Moi, j'étais là devant la porte du vestiaire. Je n'ai pas pensé aux autres, tu vois. La porte du vestiaire était fermée. Après, il y a un gars qui est venu, il nous a ouvert et tout. Moi, j'étais sauvé, tu vois. Mais le banc des remplaçants était de l'autre côté du terrain. Et le tunnel était de ce côté. Alors, tous les gars, les remplaçants, ils devaient traverser le terrain. Et là, ils se sont fait tabasser. C'était de la folie, quoi. Philippe, on va juste te couper parce que le live, il est en train de. C'est déjà 1 heure de live. Ok. Ça passe vite, hein, ça passe vite. Ouais. Donc, on va le faire et on le réouvre. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite.